On se retrouve pour la deuxième partie alors que j'ai même pas été faire une pause pipi. C'était vraiment juste parce que je trouvais que les deux vidéos étaient super longues. En fait, que le premier vidéo était super long, donc je me voyais mal dropper une vidéo d'1 heure sur YouTube, disons ça comme ça. Voyez-vous, je vais vous parler maintenant de la journée même, comment ça s'est procédé, mais aussi un peu avant, c'est-à-dire comment on se prépare à cette opération-là, comment en fait on fait pour être sûr que tout soit à point la journée que vient le temps de procéder. Donc, premièrement, il faut que je vous laisse comprendre une chose, OK? Ça a été quand même quelque chose le moment où j'ai réalisé que je me faisais opérer dans moins de 2 semaines. Le temps avançait, je voyais en fait que j'avais en fait, beaucoup de choses à régler avant de me faire opérer. Donc, premièrement, faut savoir qu'il y a un rendez-vous préopératoire. Donc, elle prend rendez-vous, on prend rendez-vous en fait ensemble, moi et Dr. McGill. Elle fait un check-up, elle regarde en fait comme où t'es rendu, si t'as le poids que tu devais avoir pour être OK pour l'anesthésie. On refait en fait une petite consultation vite et par la suite, ton prochain rendez-vous, c'est l'opération. À ce moment-là, je me rappellerai toujours quand je suis rentrée au bureau de Dr. McGill, moi, ça faisait depuis octobre qu'elle m'avait pas vue. Puis comme je vous ai mentionné, j'ai perdu quand même beaucoup de poids naturellement, c'est-à-dire sans forcer la note durant les derniers mois. Fait que quand elle m'a vue, elle était comme « Oh my God, you have a waist! » Tu sais, mon corps avait vraiment changé, mon corps s'était défini. Mais on était super contents en fait de se revoir. Puis comme je vous dis, c'est tellement une personne qui est caring pour ses clients. Tu sais, l'industrie de la chirurgie plastique, c'est une industrie qui est très... On peut penser que c'est très superficiel, que c'est très cher, c'est très dans le haut de gamme et tout. Puis honnêtement, cette femme-là est juste incroyable. Je l'adore, je sais pas quoi dire. Elle est juste tellement fine, tellement attentionnée. Elle veut être sûre que t'es au meilleur. T'sais, elle me rassurait full, elle prenait ma main, elle était comme ça va être correct, inquiète-toi pas, on se revoit dans une semaine. Fait que, à ce moment-là, elle me donne une liste aussi de médicaments que je vais devoir aller me chercher pour l'opération. Puis dont des émollients à crotte que j'avais commencé à prendre en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça de même. Que j'avais commencé à prendre en fait 4 jours avant l'opération parce que le Dilodine en fait qui est l'antidouleur est un antidouleur extrêmement constipant. Donc puis on s'entend, c'est au niveau de la région abdominale, fait qu'il faut pas que tu forces, fait qu'il faut que ça soit facile. Donc c'est pour ça que je devais prendre des émollients bien avant de me faire opérer. Donc quelques jours avant, on dit pas d'émollients et tout. 2 semaines avant, il fallait que j'arrête ma pilule contraceptive, fallait que j'arrête de boire, fallait que j'arrête de fumer, que ce soit cannabis, cigarette, toute fumée confondue, par peur que le nombril nécrose. Puis l'alcool, je pense que c'était vraiment pour faciliter en fait tout ce qui est le roulement sanguin en fait et tout dans le corps. Donc on arrête de boire, on arrête d'avoir du fun. C'est pas vrai. C'est juste que ça tombait à un point vraiment sketch comme la Saint-Jean, les premières sorties de bateau. Bref, c'était particulier voir toutes ces chums comme ça quand t'es à jeun puis que tu fais pas le party. J'ai vécu vraiment une autre expérience de vie, mais c'était vraiment correct. À ce moment-là aussi, il faut comprendre que j'ai commencé à faire mes recherches pour mon support system. Je savais que j'avais des amis qui étaient très proches de moi qui allaient être là, mais on a vraiment coordonné. Bon, ok, donc mon amie Kim, étant donné qu'elle est en télétravail, allait prendre congé. Ben, en fait, allait simplement prendre congé de son service de garde avec moi pour être au palais de justice une fois parce qu'elle travaille là-bas. Donc, une autre amie allait se relayer. Bref, tout le monde, on a réussi comme à fixer quelque chose. Puis mes amies sont simplement incroyables. Même elles s'écrivaient entre elles comme, dans le fond, mes amies qui se sont comme occupées de moi c'est pas des amis de la même gang. Puis les deux, en fait, s'écrivaient, tu sais, pour être sûr que tout était correct, que j'allais avoir des gens qui allaient s'occuper de moi. Pour l'opération, j'avais demandé à la mère de ma meilleure amie de m'accompagner, qui est comme ma petite môme à moi, parce que comme vous savez, moi j'ai perdu ma mère, que je me voyais clairement pas monter à Westmount avec Rem en pick-up Ford F-150 pendant qu'il se stresserait à attendre un bon, parce que c'est environ 5 heures l'opération, en ville, parce que COVID oblige que comme il pouvait pas venir avec moi dans le building. La personne devait simplement me déposer et revenir me récupérer dans le parking souterrain de l'immeuble pour éviter le plus de contacts possible. Fait que j'ai demandé à Monique en fait de m'accompagner parce que t'as comme envie d'être avec une môme, puis c'est la personne qui se rapproche le plus de mon sentiment de maman. Fait que je lui ai demandé en fait de m'accompagner, chose qu'elle a acceptée. Fait que là, dans le fond, j'avais mon livre puis la personne de ressources pour venir avec moi. J'avais aussi, dans le fond, toutes mes amies qui étaient setées pour venir prendre soin de moi. J'avais
tous mes contrats, tous mes clients étaient aussi au courant que je me faisais opérer puis que pour probablement le bon premier 7 jours, je serais non rejoignable, que je serais sur le cul. Puis j'avais tout programmé en fait, mes tâches pour être faites avant cette partie-là. J'avais même engagé quelqu'un pour faire mon ménage, c'est-à-dire que le vendredi avant l'opération, je me faisais opérer le mardi, quelqu'un venait ici faire vraiment la maison comme ma femme de ménage en fond venait faire, puis c'est une amie qui s'occupe de ça, c'est pour ça que c'est drôle de dire femme de ménage, mais faisait toute la maison pour s'assurer que quand je serais en repos, je serais vraiment pas à me casser la tête, à me poser des questions, est-ce que tout est correct? Puis je l'avais rebooké pour 2 semaines plus tard pour être sûre aussi que je me casse pas le cul par la suite à être comme à moitié bien, puis à peut-être pouvoir penser faire quelque chose de mon ménage. Tu sais, je voulais pas me casser la tête avec ça. Fait que j'avais vraiment tout bien préparé mes choses. On avait fait en sorte que la maison soit clean, que ça soit vraiment comme accueillant, si on voulait dire, parce que faut comprendre que du moment que tu te fais opérer, Dr. McGill m'avait mentionné, il va falloir que quelqu'un soit à tes côtés comme les premiers, on va dire 72 heures, parce que littéralement, tu seras pas capable de sortir du lit. Donc, du moment, il fallait vraiment que j'aille comme des gens qui étaient prêts à comme être là pour moi. Puis mon père a beau habiter dans le logement à côté, je me voyais très mal lui casser ses nuits de sommeil. Puis mon père n'est pas à son summum non plus de sa forme, fait que je me voyais mal lui demander de prendre soin de moi. C'est pour ça que les amis ont été présentes à ce moment-là. Pour revenir à la journée de l'opération, le matin, je me suis réveillée, j'étais extrêmement stressée, mais c'était comme un bon stress. Je sentais que j'avais un thrill en moi. Puis il faut comprendre aussi que quand je suis arrivée là-bas, j'avais jamais eu aucune opération avant. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais en robe très ample, une robe maxi en fait, super ample, avec un soutien-gorge que j'allais pouvoir enlever par la suite parce qu'on m'avait dit qu'il fallait pas que rien touche à rien à ce moment-là. On m'avait indiqué que en fait je serais coupée juste en dessous, juste à la ligne du sous-vêtement, puis j'aurais des drains par la suite, fait qu'il fallait que je sois habillée vraiment confortable et douce. Donc à jeun complètement aussi, 12 heures avant, donc pas de nourriture, même pas d'eau, absolument rien. Faut vraiment comprendre que cette journée-là, moi j'avais peur de l'anesthésie, étant donné que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ok? J'avais peur de dégueuler, j'avais peur de mal filer, je faisais vraiment du stress avec ça, puis tu sais ça, comme en fait, moi, je pensais bon de le mentionner. Fait que quand je suis arrivée à la clinique, j'étais super stressée. Les gens étaient super gentils. Ça n'a pas pris beaucoup de temps que quand je suis entrée, en fait, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a amenée en fait dans une petite salle. Ils ont commencé à me mettre super à l'aise, à me dire que ça allait bien aller. Ils m'ont amenée à mettre des vêtements dans le fond d'hôpital, tout simplement. Je vais juste bouger ma caméra parce qu'on dirait que je suis comme plus proche que tantôt. Donc, ils m'ont amené en fait à mettre des vêtements d'hôpital, en fait, à m'habiller vraiment confortablement. J'avais comme un beau peignoir, j'étais vraiment bien, j'étais relax. Ils ont commencé à me poser des questions, ils ont passé les tests comme classic usual, tu sais, est-ce que je suis enceinte et tout. Fait qu'ils ont vraiment comme fait un peu une petite routine, la pression et tout. Puis, tout était A1 le matin de l'opération, en fait. Et Dr. McGill est même venu me voir, m'a serré la main, m'a dit que ça allait bien aller, de pas capoter, de comme vraiment juste laisser aller. Puis, comme je mentionnais, je me suis jamais fait opérer, fait que pour moi c'était comme tellement le néant. Je connaissais pas c'était quoi le feeling d'être en anesthésie. Tout le monde me disait tu vas voir c'est fucké, il y a du monde qui dégueule, il y a du monde qui bat trip, il y a du monde qui file pas, il y a du monde qui trippe. Tout était vraiment différent. Il y a des gens qui m'avaient parlé de l'opération. Puis moi, c'est niaiseux, mais comme souvent, je me suis fait faire des piercings aux oreilles puis je guérissais mal. Puis là, tu sais, on s'entend, t'es ouvert d'un bord à l'autre. Puis j'avais vraiment peur, en fait, de comme comment ça pouvait se passer, puis tout ça, puis tu sais, elle m'avait dit inquiète-toi pas, tu sais, tout va bien se passer, on va faire l'ouverture, on va faire la lipo et tout. Puis à ce moment-là, quand Dr. McGill est venu me voir pour me rassurer, elle a fait les marques. Fait qu'elle a fait les marques en fait qu'elle allait enlever, dans le fond, qu'elle allait faire de la lipo ici, un brin au niveau du dos parce que j'avais un mini petit comme bump qui faisait que ma silhouette était moins affinée. Elle m'a fait la marque qu'elle retirait tout le devant. Fait que c'est vraiment comme dans une émission de chirurgie plastique où tu vois les docteurs faire les marques. En tout cas, c'était comme la réalité que je vivais, quelque chose que j'avais toujours un peu juste vu à la télévision. Fait que c'est ça, à ce moment-là, en fait, on m'a mis un médicament pour l'anesthésie, donc ils m'ont fait une perfusion. Puis j'étais assise dans cette salle-là en attente. Je pense que ça a duré comme 1h15. À ce point-là, c'est con, mais j'étais genre juste sur mon sel, je relaxais. J'étais comme limite en train de m'endormir parce que j'avais pas mangé depuis les 12 heures précédemment, que j'avais pas bu un verre d'eau. Tu sais, j'étais vraiment juste brûlée d'être là, puis j'étais stressée, puis j'avais hâte que ça soit fait. Finalement, ils sont venus me chercher pour entrer dans la salle d'op.
Puis c'est là qu'ils m'ont mentionné que dans le fond tout allait bien se dérouler, de pas m'inquiéter, que j'allais pas être malade, que c'était vraiment correct, qu'ils avaient mis genre un antivomissure dans le médicament en fait pour l'intraveineuse, que tout allait bien se passer. Puis l'anesthésiste en fait est venu me parler, me rassurer. Pour vrai là, le staff de l'espace MD, de la clinique, tout le monde qui entoure Dr McGill sont des anges. Il y avait environ 5 personnes je pense dans la salle autour de moi à ce moment-là. Tout le monde était gentil. Il y a une dame qui a pris mon téléphone, il y a une dame, tu sais, tout le monde s'est occupé de moi. J'étais traitée aux petits oignons, c'était incroyable. Puis je me rappelle juste que quand on est rentré dans la salle pour l'anesthésie en fait, donc ils m'ont mis super à l'aise. Puis c'est niaiseux, mais comme je vous dis, moi j'étais quelqu'un qui avait une certaine gêne, une certaine pudeur. J'étais pas habituée en fait à m'exposer comme ça devant tout le monde. Donc, c'était quand même particulier, mais ils m'ont mis extrêmement à l'aise. Juste, je me rappellerai toujours quand ils m'ont mis sur la table d'opération, ils m'ont aidé à m'asseoir, ils ont comme pris soin que, tu sais, je tombe pas flambant nue devant tout le monde de même. Tu sais, c'était vraiment doux, c'était vraiment délicat. Puis là, ils m'abrient, ils retirent mon peignoir et tout. Puis, genre, moi, je connais pas ça, l'anesthésie, fait que j'ai aucune idée vers quoi je m'en vais. Puis là, l'homme me dit, là, il faut que tu penses à quelque chose de super positif, pense à quelque chose qui te rend heureuse, ça va donner vraiment la vibe positive à ton anesthésie, faut que tu fasses de beaux rêves. Fait que là, j'étais comme, ok. Fait que là, il me fait prendre les premières respirations en mettant le masque sur mon visage, et il me dit, prends une respiration. Fait que là, ça y va. Puis au bout de 4e respiration, il me dit, à quoi tu penses? Fait que là, je lui dis, je pense à des plages. Il me dit, which beaches are you thinking about? Parce que c'est comme un staff anglo-franco. Fait que j'ai dit California. J'ai dit, je pense à Venice Beach et à le Santa Monica Pier. Et là, l'homme me dit juste, en tout cas, t'es pas mal plus exotique que moi parce que moi, je pense pas mal plus à Oka quand tu me parles d'une plage. Et là, je pars à rire et je me rappelle plus de rien. Je me suis réveillée, l'opération était faite. J'étais genre, ah! C'est tellement bizarre parce qu'on dirait que ça me faisait tellement faire d'anxiété parce que j'avais tellement vu de clips, de vidéos, de posts durant une abdominoplastie. Dans ma tête, c'est comme si j'allais le vivre, mais c'est fou, là. Du moment qu'il m'a conté sa blague, la joke de cas, je me suis endormie puis je me suis réveillée 4h30, 5h plus tard dans la salle de réveil, qui est une salle vraiment comme ça ressemble un peu à une salle d'hôpital classique. Là, t'es allongé dans ton lit. Puis là, je sentais une douleur, bien sûr. Je me sentais faible, mais je me sentais bien. J'étais pas nauséeuse. Nauséeuse, c'est ça qu'on dit quand t'as envie de vomir? J'avais pas de nausée, j'avais pas de vertige. J'étais juste brûlée, ok? Puis pour vrai, à ce moment-là, ça a été genre un genre de... C'est fait. Fait que ça a pris comme un genre de 1 heure pendant mon réveil, dans le fond, comme que je prenne le temps de me redresser. Ils m'ont donné de l'eau, ils m'ont demandé comment je me sentais, ils ont repris ma pression, voir que tout était correct. Et là, au bout d'1 heure, elle m'a dit, écoute, on a téléphoné à ton contact, elle s'en vient te chercher, tout va bien aller. Donc à ce moment-là, je suis juste flabbergastée, mon opération est faite, puis je comprends pas ce qui se passe. Je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que genre je me suis endormie, c'est fait, là je me réveille, je m'en vais, c'est déjà terminé, la journée du 30 juin, je me suis fait opérer et c'est fait. Donc on me rhabille, la dame m'indique, elle me montre les drains, j'ai un énorme pansement, j'ai un pansement sur mon nombril parce que mon nombril a été reconstruit, j'ai des drains, je vois les petites sondes, là, ça ressemble à des petits câbles à booster, j'appelle ça, ils sont chaque côté de moi puis ça pendouille, on m'aide à remettre ma robe et là je suis en chaise roulante et on me sort jusqu'au souterrain pour que Monique prenne le relais. Puis à ce moment-là, honnêtement, je rôle de la sauce, ok? Je suis défoncée, gelée, raide. Je suis dans le souterrain et je dis de la merde, mais de la merde. Et je me rappelle juste que j'embarque dans la voiture avec un peu peine et misère. Monique m'aide, prend mes trucs et je m'endors de la route de Montréal à Saint-Eustache et j'ai dormi. Puis quand je suis arrivée ici, ma meilleure amie Ariane était là, Kim était déjà là parce que c'était Kim qui allait prendre le relais du moment que Monique allait me déposer. Puis là, je me rappelle que genre j'arrive à la maison, les filles sont là, genre prêtes à comme préparer mon lit parce que définitivement les premiers jours, je vais rester au lit dans une position qui va être couchée sur le dos et j'ai un corset de soutien. Puis les corsets de soutien, en fait, il va falloir que je les porte pendant 23h30, c'est-à-dire je les enlève quand je fais ma toilette. Et encore là, ma toilette, c'est une toilette à la débarbouillette pour les 7 premiers jours et pas de douche, pas de contact d'eau. Donc on s'entend, moi je marche de même. Je viens à marcher seule, Monique m'aide puis tout, puis je me rappellerai toujours, Ariane avait vraiment de la misère à me voir dans cet état-là, puis elle avait peur de me voir souffrir. Fait que je sentais comme, mettons, qu'elle était là, mais qu'elle prenait ses distances versus, mettons, Kim puis Monique qui m'aidaient full. Puis quand on est monté en haut, première chose qu'on a faite, c'est genre vraiment m'installer confortablement, m'amener une bouteille d'eau. J'avais pas faim, je voulais rien manger, j'étais juste comme, faut que je dorme, foutez-moi la paix. Fait que
à ce moment-là, je me rappelais toujours, je me suis juste étendue puis j'ai grignoté, je pense, peut-être quelque chose juste par le principe que genre, tu sais, ça faisait des heures et des heures que j'avais pas mangé rien. Puis Ariane était sur le point de s'évanouir parce qu'elle a vu mes drains, puis elle filait pas bien, elle est allée genre se chercher quelque chose à manger, mais tu sais, so far so good, les filles étaient là, je me sentais bien, j'avais juste besoin de me reposer, puis comme je vous mentionnais, le Dilaudid, les antidouleurs, c'était assez intense. Les jours qui ont suivi, ça a été vraiment d'être au repos. Fait que j'étais au lit. Kim avait des timers à chaque 4 heures. Fallait qu'elle me donne mes antidouleurs, je pense mes anti-inflammatoires, mes antidouleurs, mes émollients. Fait qu'on avait vraiment une routine, puis même durant la nuit, il fallait qu'elle se lève pour venir en fait me donner les médicaments à chaque 4 heures parce que c'était comme ça. Durant aussi les premiers 48 heures, en fait, il a fallu que je pratique ma respiration dans un spiromètre, donc j'avais comme une machine à pompe à souffler. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on se rend pas compte à quel point nos abdos, c'est tellement une région sensible. Je pouvais pas tousser. Les premiers toussages que j'ai faits pendant les premiers 5 à 6 jours, c'était... Je toussais comme ça. Si j'avais envie d'éternuer, littéralement, je ravalais mon éternuement. Même bailler pouvait me faire mal. C'était incroyablement spécial. Puis moi, on m'avait dit que cette opération-là était next level douloureux, que j'allais souffrir comme sans bon sens. Puis je vous mentirai pas, les premiers jours étaient extrêmement pénibles. Mon corps était meurtri. Je me sentais comme si un truck m'avait passé sur le corps littéralement. Okay? C'était vraiment intense. Fait que c'est ça, Kim m'a vraiment aidée les premiers jours. Aux 4 heures, elle venait me coucher dans mon lit, elle me sortait du lit. J'étais incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Mon amie Marie-Ève, qui était descendue de Toronto, a pris le relais par la suite parce que Kim devait retourner au travail. Fait que les filles se sont vraiment comme assistées comme ça, mais ça a vraiment été... c'était comme un tout inclus, là, c'était écœurant. J'étais comme une princesse, tout le monde prenait soin de moi. Tu sais, comme j'ai mangé des smoothies les premiers matins parce que je voulais pas manger quelque chose de trop lourd. Mais au bout de quelques jours, c'est-à-dire du 5 ou 6e jour, j'ai mangé ma première assiette de pâtes. Ça faisait du bien de manger une bonne assiette. Puis... au bout même des peut-être 5-6 jours, je commençais à sentir que j'étais capable de me lever de moi-même. Donc, de peine et de misère, je me tenais par ma base de lit, je pivotais mes jambes. Puis tu sais, il faut dire qu'à ce moment-là, quand tu dors sur le dos, bien sûr. Puis tu dors, t'es comme toujours canté, les jambes en l'air avec des oreillers, fait que t'es super inconfortable. Fait que là, j'essayais de peine et de misère de me sortir du lit pour pouvoir comme... je sais pas, tu sais, marcher parce qu'ils disent que justement, faut que tu marches, faut pas que ça stagne, faut pas que tu coagules. Tu sais, faut vraiment en fait que tu fasses même aller tes jambes les premiers 48 heures pour être sûr que tu fasses pas de flébite, que tout se passe bien. Fait que tu sais, moi, à un certain moment, j'étais comme, ok, là, faut que je marche, faut que je bouge, parce que je vais virer folle aussi. Fait que je prenais des marches, je partais de mon lit, puis je descendais dans le salon, j'allais faire des petites routines de marche d'environ comme 5 à 10 minutes. Puis, pendant le premier week-end qui a suivi ma chirurgie, je me suis fait opérer le mardi. Le samedi, j'avais des amis ici, justement, Kim était là avec mon amie Daphné. Puis ils étaient en train de faire à manger, puis ils ont levé les yeux. Puis j'étais dans les marches, comme je descendais les marches, qui étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme là, j'ai besoin de marcher, puis ça me prend un plus long trajet que juste d'aller au salon. Fait que finalement, c'était correct. Tu sais, je reprenais du mieux que je pouvais. Mais il faut dire aussi que j'ai un très bon seuil de tolérance à la douleur et que je suis capable d'en prendre aussi. Fait que j'avais pas nécessairement mal parce que pendant la première semaine, j'étais vraiment sur les antidouleurs. Mais j'essayais de comme bouger le plus possible, de faire le plus que je pouvais pour amener mon corps à se rétablir le plus vite. Ok, donc vous m'excuserez, j'ai manqué d'espace sur ma caméra. Je disais donc que ça faisait, en fait, ça faisait plus d'1 mois et demi que je m'étais pas entraînée assidûment. Donc, à ce moment-là, mon corps avait énormément besoin de bouger. Et c'est pour cette raison-là que j'étais comme, faut que je sorte du lit, faut que je fasse plus, faut que je me promène dans la maison. Puis les filles étaient flabbergastées parce que les 4 premiers jours, comme je vous dis, l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion était bel et bien là. Les filles me sortaient du lit, m'aidaient, plaçaient même des oreillers sous mes jambes parce que j'étais même pas capable de le faire moi-même. Fait qu'on m'avait vraiment préparé mentalement à ce que ça soit une grosse opération, à ce que ça soit intense, à ce que la récupération soit extrêmement difficile, mais au bout d'une semaine, j'étais déjà capable de comme amener mon corps à me sortir du lit, à faire quelques petits trucs, puis ça l'impressionnait quand même pas mal les filles. Faut dire qu'à ce moment-là, j'étais encore sur les antidouleurs, puis c'était quand même assez tolérable comme douleur, mais ça tirait énormément. Puis, il faut que je vous dise aussi que quand je marchais, les premières fois que je me suis sortie du lit, je marchais littéralement à 90 degrés, j'étais cantée comme ça, parce que c'est tellement un sentiment spécial, c'est vraiment comme s'il avait pris ton bas de corps puis il l'avait taillé avec le haut de ton corps. C'est tellement particulier. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, les premiers jours, dans le fond, je vous mentirai pas, mon orgueil et ma dignité ont pris un sale coup. Je mentionnais que j'étais assez
j'avais une certaine pudeur comme personne, que tes amis te lavent à la débarbouillette, te rafraîchissent, t'aident. Tu sais, les premiers jours, j'avais vraiment de la difficulté parce que ça faisait beaucoup d'heures que je dormais. J'étais littéralement brûlée. Fait que j'avais de la misère à me tenir moi-même. Tu sais, mes amis me faisaient ma toilette, puis j'étais comme à côté sur eux, nue. Littéralement, ils me nettoyaient, ils m'aidaient. J'ai vraiment des amis, là, comme... Je remercie le ciel de les avoir. Mais c'est vraiment la dignité et l'orgueil qui en prennent un coup quand t'es obligé de te faire nettoyer par tes copines, puis que t'es obligé, en fait, de vraiment passer par par ce moment-là, en fait, pour aller mieux. Fait que les filles ont vraiment été fines avec moi, ils ont vraiment pris soin de prendre soin de moi, en fait, mais je mentirais pas, à un certain point, j'avais hâte qu'on passe à l'étape suivante. L'étape suivante était que 7 jours plus tard, c'est-à-dire le lundi d'après, je me faisais retirer mes drains. Donc, les deux petites pompes que j'avais de chaque côté que je devais vider matin. C'était chaque matin? C'était chaque soir ou chaque matin? Matin-soir, si je me trompe pas, ouais. Matin-soir, je devais vider mes drains. Donc, c'était super simple. Je pompais tout le liquide, on mettait ça dans la salle de bain, dans la toilette, en fait, pardon. On rattachait le petit tuyau, ça se repluguait à moi. Mais 7 jours plus tard, donc, elle m'avait dit, il va falloir que je t'enlève tes bandages, tes drains. Puis, c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas pouvoir retourner à la maison avec simplement le corset encore à porter pour quelques semaines. Et à toi de voir si tu as envie de porter des bandages. Et ce matin-là, je vais toujours m'en rappeler, ça faisait quand même quelques jours que j'étais un peu plus autonome dans la maison. Comme je disais, je descendais de moi-même, je sortais du lit. Tu sais, Kim se réveillait plus la nuit, exemple, pour me donner des médicaments. J'étais capable de me gérer un peu plus moi-même. Mais je mentirais pas, j'étais pas assez forte pour me faire à manger dans la salle à manger, de me faire un repas. Ça me demandait trop d'énergie. Mais c'est ça, pour vous donner un timeline, ce matin-là, on devait monter en ville, aller faire enlever mes drains, aller faire enlever mes pansements. Et j'étais tellement nerveuse à l'idée de me faire retirer un drain, parce que là, t'es réveillée là, quand ils t'enlèvent ça, que le matin même, j'ai failli m'évanouir, j'étais blanche. Je me rappellerai toujours, j'étais en FaceTime avec mon père. Puis je peux aller parler. Genre, je perdais mes mots, puis j'aurais fallu qu'il me bloque avec son... On était assises à l'îlot. Il a fallu qu'elle me bloque avec son épaule, puis qu'elle me dise « Reste là, tiens-toi », puis comme compresse d'eau froide. Bref, je suis montée, j'ai fait Saint-Zotique, Montréal, en voiture avec une serviette d'eau fraîche alentour du cou, encore une fois dans une maxi dress. Bref, j'étais décrissée, ok, j'avais ma casquette sur la tête, j'étais dans un état littéralement minable, les cheveux bien gras. Finalement, je m'en vais là, puis on se rappelle, j'ai pas encore pris ma douche. Et elle me dit comment ça se passe ma belle, t'as l'air bien, t'es encore enflée, parce que c'est assez enflé pour plusieurs semaines. Tu sais, comme là on est à la 6e semaine, puis encore il y a de l'enflure en fait. Au bout de 6 mois, on parle qu'il n'y aura plus d'enflure pour vous donner une idée. Fait qu'elle regarde l'incision, elle me dit écoute, tout est clean, tout est beau, on va procéder, on va enlever les bandages. Et là, je suis tellement stressée, je lui dis que j'ai failli perdre connaissance le matin même. Elle me rassure, elle dit écoute, je vais t'enlever tes drains et tu vas sentir quelque chose se promener sous ta peau. C'est pas douloureux, c'est juste bizarre. Puis honnêtement, elle avait tellement raison à ce moment-là quand elle m'a enlevé les drains. On dirait qu'il y avait comme un serpent qui se promenait sous ma peau parce que c'est vraiment des longs tubes en fait de plastique. Si vous entendez du bruit en passant, c'est le camp de jour de l'autre côté. Sincèrement désolée, mais fallait aérer un peu, puis les fenêtres sont ouvertes. Fait que c'est ça, elle retire les petits câbles à booster, puis elle m'enlève les pansements, puis honnêtement, ça a été zéro douloureux. La chose qui a été le plus douloureuse, ça a été de faire retirer mes pansements parce que c'était comme collé, puis étant donné que comme la cicatrice est juste en haut de mon pubis, c'est comme je veux dire, j'ai comme le poil avait une certaine repousse, fait que là d'enlever ça, c'est ça qui a fait le plus mal. Mais je capotais parce que les drains, c'est vrai qu'on dirait que t'as des vers qui se promènent sous ta peau, c'est vraiment bizarre. Fait qu'on a procédé à enlever tout ça, puis à ce moment-là, elle met simplement des gaz qu'elle rentre dans ton sous-vêtement, puis là, tu remets la gaine. Puis en fait, à ce moment-là, elle m'a indiqué que j'avais plus rien à porter sur ma plaie, puis que j'allais pouvoir prendre ma première douche cette soirée-là. Cette journée-là, en fait, j'étais autorisée à prendre une douche, donc de simplement laisser couler l'eau sur mon incision sans frotter, puis que plus les jours allaient avancer, plus j'allais pouvoir en fait prendre soin de ma plaie, c'est-à-dire la nettoyer, etc. Quand on est parti aussi, elle m'a mentionné que tout se passait à 1, sauf qu'elle m'a demandé une question très importante. Est-ce que t'as fait caca? Et la réponse était non. Ça faisait 1 semaine que j'avais pas réussi à aller aux toilettes. J'étais constipée raide. Aux antidouleurs, c'est vraiment la cause première. J'étais là, je vous jure, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre puis je me sentais gonflée. C'était rendu inconfortable, mais en même temps, je me voyais pas essayer de forcer. Les émollients faisaient rien.
Je capotais. J'avais essayé de prendre du laxatif aussi combiné dans l'eau, du Laxadé. En fait, ça l'a absolument rien fait. J'ai essayé des tisanes pour faire poupe, ça fonctionnait pas. J'étais constipée, ben dur, c'était l'enfer. Puis là, elle m'a dit, honnêtement, elle dit, t'as une mission, là, faut vraiment, comme, tu vas aller t'acheter des suppositoires à la pharmacie, faut que tu procèdes à tes selles parce que, comme, tu dois juste être tellement pas bien en ce moment. Puis elle m'a dit, va à la maison, prends ta première douche, je te laisse même mon numéro de cellulaire, tu me textes quand tu veux. Tu sais, quand je vous dis que c'est une femme incroyable, elle dit, tu me textes quand tu veux, tu peux me texter à toutes les heures possibles, je vais te répondre du moment que je peux. Si je suis en chirurgie, je vais te répondre après. Tu ne te gênes pas et tu me poses des questions que tu as besoin. Une femme adorable, je l'aime. Fait que, on est parti de là, j'étais genre, ok, j'ai plus mes drains, c'est beaucoup moins encombrant, la plaie est là, puis ça va. Fait que là, on se rend à la maison, puis là, le rendez-vous, tout ça, ça m'a vraiment brûlé. Puis j'étais sur ma dernière journée d'antidouleur, dans le fond, puis elle ne me renouvelait pas. À partir de ce moment-là, c'était Tylenol aux 4 heures et éventuellement au besoin. Donc, on s'en va chercher les suppositoires, on revient à la maison, et là, nap time, je me couche, je pars pour une sieste d'environ 4 heures, 4 heures et demie, et je dis à Kim, je suis comme, tu sais, pour vrai, fais ce que t'as à faire. Moi, je suis claquée, ça m'a pris tout mon petit jus de monter en ville et d'aller à ce rendez-vous-là. Fait que j'ai dit, plus tard, je vais procéder au suppositoire et plus tard, on va prendre une douche. Éventuellement, je prends un suppositoire et là, ça fonctionne et c'est une délivrance, mais en même temps, comme je vous dis, c'est tellement ici, puis là, t'essaies de forcer, puis c'est vraiment inconfortable, mais bref, ça a fonctionné et j'ai fait caca pour la première fois en 8 jours. Est-ce qu'il était temps? Désolée pour tous les détails, mais comme c'est vraiment de la transparence, c'est ce que vous vouliez. Fait que c'est ça, ça m'a pris 8 jours, j'ai fait mes selles pour la première fois, puis je suis retournée faire une sieste, puis à ce moment-là, Kim me dit, là Ellie, comme, va falloir que tu te lèves, va falloir qu'on aille prendre une douche. Et j'avais tellement peur de prendre une douche, j'étais nerveuse, j'aimais pas l'idée de penser que je devais aller sous l'eau, je voulais pas voir ma plaie parce que moi je suis extrêmement sensible. Je vais vous donner un exemple, mon père s'est fait faire le tunnel carpien dans les mains, puis il y avait comme quelques points, et j'ai failli m'évanouir. Je suis vraiment sensible de ces choses-là, j'aime pas voir des plaies, j'aime pas voir des coupures, le sang, je suis capable de me faire tatouer, j'ai pas peur des piqûres, mais des plaies, non, j'avais les jambes molles juste à y penser, juste à penser qu'il fallait que je regarde. Fait que, bref, au bout d'environ 45 minutes, Kim a réussi à me convaincre qu'il fallait que j'aille dans la douche. Et quand on parlait de pudeur, encore une fois, je vous confirme que j'ai tout mis ça de côté parce que là, c'était genre, je suis nue, j'ai les jambes avec une bonne repousse de genre 10 jours pas rasées et j'ai un bon petit duvet bien piquant. Et là, je dis à mon amie, je suis comme, tu sais, je comprends, là, mais comme, tu sais, il faut vraiment que tu m'aides, là, moi, je peux rien faire. Parce que vu que j'étais comme encore un peu snooze sur les antidouleurs, j'avais pas tout mon équilibre, t'as pas tout ton confort, t'es encore vraiment très canté à cause de la sensation de tiraillement. Fait que, mais comme il n'y a pas de stress, j'ai une super grande douche, j'étais allée mettre son maillot et ça a été le temps du car wash. Je me sentais littéralement comme si quelqu'un me passait au lave-auto, là, vraiment. Kim était alentour de moi, elle me frottait le dos, elle me lavait les cheveux, elle me lavait les cheveux. Je sais pas si vous savez comment ça le fait du bien. Puis thank God pour la douche téléphone parce que tu sais, ça tire tellement que j'étais même pas capable de faire cette position-là dans la douche, debout, me défaire au complet. Fait que j'étais les deux bras sur le mur, Kim me lavait le dos, me lavait, m'aidait, tu sais, je faisais comme mes parties intimes. Mais vraiment, là, ça a été un wow total, une première douche. Je me sentais revivre, c'était fabuleux, c'était jouissif. J'étais tellement contente, puis c'est vraiment drôle parce que j'ai une petite anecdote pendant ma douche. Tu sais, Kim, elle me nettoyait, elle prenait vraiment soin de faire sûr que j'avais plus de shampoing, rien. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu peux raser mes jambes? J'ai dit, pour vrai, ça ferait vraiment du bien. Je suis comme j'aime pas avoir de repousse, c'est mon goût personnel, là. À chacun ses poils, à chacun ses manies. Mais je dis, peux-tu raser mes jambes? Fait que là, elle m'aide à raser ma première jambe. Puis moi, j'ai un petit banc dans la douche. Fait que là, je suis comme à côté sur le banc, puis elle fait comme l'extérieur de ma jambe, puis à un certain point, je me tourne, je suis comme, elle s'est genre mise à me raser l'intérieur de la jambe, mais là, elle avait sa tête vraiment proche de ma punani. Fait que là, je suis comme, Kim, je peux aussi juste tourner ma jambe. Et on a ri, là. C'était comme une proximité next level que maintenant j'ai avec cette amie-là. Puis les jours qui ont suivi l'opération, j'ai découvert aussi à quel point je pense que suite à m'être exposée à des inconnus, à avoir été une certaine proximité avec mes amis, tu sais, c'était fou, là. La première fois que je me suis vue sans bandage et tout, j'ai juste enlevé tout mon linge et je n'éprouvais plus cette gêne-là d'être nue devant mes amis. Tu sais, ils m'ont vu, ils m'ont tellement aidé, ils m'ont tellement nettoyé qu'à la fin, j'étais juste comme, OK, il faut que je fasse ça. J'enlève mon top seins nus, flambant nu devant mes amis pour qu'ils m'aident et tout. C'est pas juste pour le plaisir, mais j'éprouvais plus ce genre de sentiment de pudeur extrême, de gêne. J'étais vraiment comme juste, aïe, tu sais, genre mon corps, c'est mon corps, je suis bien, puis genre, honnêtement, à ce moment-là, c'était fou.
Par la suite de ça, première douche, donc on remet le corset avec des gaz juste pour que ça tienne en place. Et dans les jours qui vont suivre, en fait, on laisse aller. Et j'ai un rendez-vous de suivi plus tard, le 27 juillet, si je me trompe pas. Donc c'était quand même presque un mois après pour voir où est-ce que j'en étais rendue. Encore là, ma visite, elle adorait le look de l'opération. Elle a adoré le look parce qu'elle a refait mon nombril. Donc j'ai un nouveau nombril. C'est drôle, ça, c'est Thomas. Oh mon Dieu, il faut dire que mon ventre s'appelait Alexis aussi. Parce que à la fin, j'avais littéralement l'air d'être enceinte d'environ 4 mois. Fait que je disais que c'était Alexis. Puis que on allait faire le deuil d'Alexis. Genre, Alexis allait partir. Fait que j'ai vraiment brûlé ce nom-là pour moi et toutes mes amies qui voulaient avoir un gars. Ils l'appelaient Alexis. Je suis sincèrement désolée, mais c'est brûlé. Thomas aussi. Fait que c'est ça. Donc, comme la première douche, après ça, le rendez-vous, elle se rend compte que mon nombril est impeccable, que la cicatrice guérit super bien. Et là, elle m'indique que je peux laisser aller le corset. Donc, je porte le corset seulement de nuit et je peux commencer à faire des soins de cicatrices, c'est-à-dire masser ma plaie avec de l'huile d'émeu le soir, porter le corset au besoin le soir. Ça me fait vraiment penser à un retainer après avoir eu des broches, tu portes ton appareil dentaire la nuit, c'est un peu le même concept. Dans le fond, elle me propose en fait de me commander des bandes de silicone qui sont le même concept que vous savez les petites fleurs qu'on va venir mettre sur nos mamelons quand on porte un top et qu'on veut pas avoir de soutien-gorge, les genres de c'est en silicone, c'est adhésif. Fait que c'est exactement les mêmes bandes de venir en porter une sur ma plaie parce que ça va aider à la cicatrisation, mais la journée, plus besoin de corset. Fait que déjà là, ça fait énormément du bien. Puis là, voyez-vous, on est à 14 jours de là. Entre-temps, je vous dirais qu'elle avait bien raison. À 3 semaines et demie post-op, c'est-à-dire ma première vraie sortie, je l'ai fait le 21 juillet, 22 juillet. Je suis allée au restaurant avec des amis. Puis vous dire comment je me sentais. Tu sais, mettons, juste les premiers jours post-opératoire, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais capable de sortir du lit, je pense que c'était la 3e journée, on a enlevé mon corset, on a enlevé mon grand t-shirt oversize pour me rafraîchir, pour me donner comme le bain à la mitaine en fait. Puis j'ai penché mes yeux, puis j'ai vu mon pubis. Genre j'avais les yeux pleins d'eau, j'étais full émue. Ça faisait environ 7 ans que je voyais pas mon pubis. Parce que mon corps avait trop changé, puis mon ventre avait descendu, ça me rend full émotive. Je voyais ma taille. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu d'énormes complexes avec mes seins. Quand j'étais plus jeune, je vous dis, mettons, il y a 10 ans, je voulais absolument faire mes seins. Quand je couchais avec des gars, j'avais un soutien-gorge, j'étais pas à l'aise, je détestais ma poitrine. Ça a pris un bon 4 ans avant que je l'accepte puis avant que j'aime mes seins. Et la chirurgie que j'ai fait faire, étant donné qu'ils ont retiré, comme je vous disais, les bosses de chair ici, j'adore mes seins en ce moment. Je trouve que j'ai une poitrine magnifique, sont ronds, sont galbés, sont là. Puis c'est fou parce que ce détail-là, c'était littéralement quelque chose qui changeait tellement ma morphologie, ces petites boules de chair-là, en fait, que j'appréciais pas mes seins. Puis là, que depuis que j'ai pu ça, je me suis regardée, puis je suis comme « Oh, j'adore mon corps! » Tu sais, tout tombe à la bonne place. Mais définitivement, il faut réapprendre à vivre avec son nouveau corps. C'est une expérience carrément différente. On dirait que je m'étale un peu du coq à l'âne parce que là, j'ai tellement de choses à vous dire, mais quand je suis sortie pour la première fois au restaurant, là, je me sentais tellement bien, tellement belle. J'avais mis une petite robe, j'avais mis des talons pour la première fois. Puis mon ami m'a comme aidé à comme passer à la terrasse, puis on descendait les marches, puis mes amis étaient là pour... C'était la fête en fait de Daphné et Andrea, de mes amis. Puis je me rappellerai toujours que quand je suis descendue vers la terrasse, mes amis se sont mis à applaudir genre en niaisant parce qu'on disait que c'était comme le reveal de mon nouveau body. Puis j'avais les yeux pleins d'eau. Puis honnêtement, ce moment-là, je peux le qualifier comme, c'est vraiment niaiseux, mais je me sentais comme dans le journal d'une princesse après son makeover, quand elle descend les marches, puis qu'elle se sent belle, qu'elle se sent... J'ai des frissons pour elle. Je me sentais tellement en confiance, tellement forte, tellement belle. Puis c'est une grosse opération, mais c'est vraiment quelque chose de gros de décider que quelque chose te gosse au point que tu veux passer au travers ces 4 à 6 semaines de ce calvaire-là pour juste aller mieux plus tard, tu sais. Fait que cette soirée-là, ça a été ma première soirée on track dans ma vie sociale, de reprendre mes activités, puis je me sentais tellement bien. Les jours qui ont suivi, comme je vous dis, j'ai repris possession vraiment de mon corps, c'est-à-dire on a fait le tri de mes vêtements, pour mettre tout ça à vendre parce que honnêtement plus grand chose me fait. J'ai commencé à porter des petites robes qui définissaient un peu plus ma taille, les vêtements tombent mieux, plus besoin de prendre des tailles plus grandes, c'est juste hallucinant. J'ai acheté un jeans pour une première fois, un jeans style qui tombe bien, qui met vraiment toutes mes fesses, mes hanches en évidence, puis qui je suis pas genre
mal prise parce que c'était vraiment gossant, c'était tout le temps dans les jambes. Juste comme je disais, je pouvais pas m'asseoir en indien pendant plus de temps parce que je sentais que c'était là. Je pouvais pas, exemple, tu portes une jupe, la jupe va mal tomber. Les petites culottes, le flap sortait toujours, exemple, sur le côté de la culotte. Dans un maillot de bain, c'était un peu pareil. Fait que là, d'aller vers ce confort-là, qui est minime, c'est con là, d'être confortable dans une paire de jeans. Je veux dire, Chris, si, genre, c'était pas un handicap que j'ai, là, mais ça me drainait et ça me tirait du jeu à un point que avoir cette liberté-là en ce moment, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment comme pour les premières sorties. Puis encore là, les premières sorties, je marchais encore un peu cantée. Puis là, voyez-vous, je suis vraiment capable d'être debout. Ça a vraiment fait une différence au fil des semaines. Plus le temps avançait, plus que je dépliais. On me taquinait, on disait que ça dépendait du taux d'humidité dehors. J'étais comme une branche, tu sais, comme je pliais un peu. Mais non, c'est ça. C'est juste hallucinant le progrès au niveau des semaines que ça l'a engendré. Puis, en fait, là, cette semaine, on est la semaine du 10 août. Donc, j'ai été au gym pour la première fois. Ça fait aujourd'hui, dans le fond, il faut que j'y aille tantôt. Justement, ça va être la 3e fois de la semaine. Je capote comment je me sens bien. Je capote comment j'ai hâte d'être forte, de retrouver mon énergie parce que faut dire que moi, je m'entraînais 4 fois semaine. J'avais un rythme de vie assez cordé avec l'entraînement. Là, de reprendre ça, j'ai-tu hâte de comme avoir le pétillement que ça m'amène, que genre, tu sais, oui, en ce moment, je suis molle parce que je veux dire, j'ai négligé l'entraînement pendant plusieurs mois, mais j'ai juste hâte d'être en forme. J'ai hâte de pouvoir bouger sans avoir de contraintes. C'est surtout ça qui m'excite, puis c'est surtout à ça que j'ai hâte le plus au monde, ok? Fait que c'est ça. Là, j'ai repris l'entraînement, je me sens bien. Je mentirai pas, je lève pas plein de choses lourdes. Comme pas plus tard que la semaine dernière, j'avais de la difficulté à lever une énorme caisse de bière qui était super lourde. Mais comme même chose avec les poids au gym, je fais du cardio, j'ai recommencé tranquillement. Puis probablement que la semaine prochaine, je vais pouvoir en ajouter plus et ainsi de suite et regagner mes habitudes telles quelles. Là, on me posait beaucoup de questions par rapport à la chirurgie. Donc, j'ai répondu tantôt combien ça coûte. 12 000 $, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, moi, je vous invite à faire des consultations. On m'a demandé, bon, ça fait-tu mal? Oui, c'est certain. Est-ce que c'est aussi pire que ce qu'on m'avait dit? Non, pas du tout. Est-ce que je le referais faire demain matin? Je ne me poserai pas la question. Je referai le move à 100%. Est-ce que j'ai adoré l'espace MD, Dr. McGill, où est-ce que je suis allée? 120%, je recommande personne d'autre que cette dame-là. Même que la journée où je me suis fait opérer, j'avais déjà pris des informations chez un autre chirurgien pour la procédure. Puis celui-ci m'a écrit un message privé, sachant que c'était ma date d'opération, en me disant « T'es entre les meilleures mains qui existent, c'est la meilleure chirurgienne qu'il n'y a pas pour ce type d'opération. » Fait que vous dire à quel point j'étais rassurée, c'est une femme incroyable. Elle vous met confortable, elle est super professionnelle, elle a un suivi. Puis honnêtement, je l'adore. Je repérais demain matin le même montant pour me faire opérer au privé. Sans hésitation. Est-ce que je suis satisfaite à 100%? Comme je vous disais, la silhouette que j'ai, la forme, tout est à la bonne place. Les seins, on dirait que j'ai eu... Tout le monde me dit « T'es-tu fait faire un boob job en même temps? » Puis c'est fou, mais non, c'est juste l'aspect de ma taille qui a changé. Je me sens tellement bien ici, je me sens bien ici. C'est vraiment all around. C'est fou. C'est juste fou, c'est genre le plus beau cadeau que je me sois offert, ok? Puis je sais que c'est des sous, puis je veux pas vous mettre en tête, genre faites-vous faire des chirurgies vite, mais si vous avez quelque chose qui vous dérange au point où ça vous trotte dans la tête, tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais en processus d'y penser, mais ça faisait déjà 4 ans et plus que j'y avais songé, que je me disais, je pourrais pas faire ça et tout, puis je me mettais tellement de pression par rapport à ce que les gens allaient penser de moi, par rapport à ça, par rapport au fait que je sois tellement body positivity, puis que finalement, en bout de ligne, je fasse une chirurgie plastique. Je veux dire, faut juste choisir de faire des bons moves pour soi puis aller de l'avant avec des choses qui nous rendent heureux et heureuses. Puis cette décision-là, je l'ai prise pour moi, puis je l'ai pas prise pour personne d'autre. Là, il y a beaucoup de gens qui veulent voir des avant-après. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir du contenu plus graphique, des drains, c'est quoi l'incision, ça a l'air de quoi, c'est quoi le rétablissement. Là, moi, je vous mentirai pas, je peux vous montrer de côté de quoi a l'air ma taille. Tu sais, on s'entend. T'sais, dites-vous qu'avant, là, j'avais ça jusqu'ici, ok? C'était quand même beaucoup plus massif. Au niveau vraiment comme de la taille, j'ai vraiment une taille un peu plus affinée. Comme je vous ai montré, vous avez vu mon nombril. Tout tombe bien. C'est vraiment... Tout est à sa place. On parle de... on a retiré... j'ai un blanc, c'est-tu 3 ou 6 kilos de peau? Je pense que c'est 3 kilos de peau.
comme mon médecin de famille et comme Dr McGill m'avait mentionné, c'est de la peau avec effectivement du gras qui est à l'intérieur, mais dans des zones qui n'auraient jamais été accessibles d'être perdues au cours du temps. Fait qu'en total, en fait, c'est cet excédent-là qui a été retiré. C'est ça, 3 kg de peau, 6 litres... Non, c'est pas ça. C'est 6 kg de peau et 3 litres de gras, si je me trompe pas, qui a été retiré. Il me semble que c'est ça. Bref, c'est comme une information comme ça, je me rappelle pas. On dirait qu'il y a tellement eu de choses et d'informations depuis, là, je suis désolée, mais ça ressemble à ça. Ça ferait du sens. Bref, c'était comme un total de quasiment 10 livres que ça m'enlevait supplémentaire. Ce qui arrive aujourd'hui au fait que, en réalité, depuis le début du processus, en 1 an, de juin à juin, j'ai perdu 40 livres exactement, avec la procédure de la chirurgie, donc l'excédent de peau qui a été retiré. Fait que c'est pas juste pour des pertes de poids excessives. Tu sais, Marie-Lou, de qui je vous parlais au départ dans l'autre vidéo, avait perdu environ 100 livres, 110 livres, je pense. Moi, j'ai pas perdu beaucoup, mais ce flap de peau-là était d'un inconfort total au point que pour moi, c'était suffisant pour le faire retirer. Maintenant, c'est sûr que si je veux avoir des enfants, peut-être que ça va changer un peu la donne. On m'avait averti. On m'avait dit qu'il y aurait peut-être un petit changement au niveau, en fait, du bas du ventre. Mais rendu là, quand on parle d'un petit changement au niveau du bas du ventre versus un... Tu sais, c'était épais de même. C'était vraiment gros le tablier que j'avais. Moi, j'étais prête à assumer que si ça changeait, c'était pas grave. C'est sûr que là, éventuellement, je vous mentirai pas, j'ai une définition abdominale assez spéciale. Même en étant curvy, là, on voit que j'ai vraiment des abdominaux. Fait que plus que je vais recommencer à m'entraîner, si je travaille cette section-là, je mentirai pas, je suis pas encore prête là, parce que je veux comme prendre le temps, tu sais, là, je fais mes bras, mes jambes. Mais plus que je vais reprendre l'entraînement côté abdos, plus que la définition va se faire. Fait que genre, je vais vraiment avoir une définition abdominale malgré le fait que je sois quelqu'un qui soit curvy parce qu'effectivement, on est venu retirer tout l'excédent qu'il y avait à ce niveau-là. Là, c'est super confortable, comme je mentionne, je suis super bien dans ma peau, je regrette pas le move, mais au niveau des photos avant-après, c'est sûr que je trouve ça assez personnel et c'est de là que je veux en venir, que je veux vous parler de ma démarche, en fait, de vous présenter ce contenu-là. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est que pour vous présenter les avant-après, j'ai définitivement pas envie de mettre ça sur Instagram, ni nécessairement ici. Je veux vous les partager sur un compte qui va être un compte OnlyFans. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je ne veux pas je veux pas mettre ces photos-là dans les mains de quelqu'un qui est pas déjà averti, qui va prendre le temps de voir ces images. Je voudrais pas que quelqu'un qui a pas envie de voir ces images-là ou ce contenu-là tombe sur mon Instagram, commence à consulter ce contenu-là, puis que ça trigger les personnes ou quoi que ce soit. J'ai jamais été fan des avant-après, même dans ma perte de poids que je viens de vivre, c'était une perte de poids qui s'est fait naturellement, doucement. Puis c'était pas, mon but c'était pas d'être maigre à la place d'être toto, vraiment pas. Je pense que vous le voyez, j'ai encore des... Tu sais, je veux dire, je suis encore très curvy, j'ai encore toutes mes formes. Fait que pour moi, les avant-après, je trouve que c'est quelque chose qui est assez nocif, c'est pas quelque chose que j'encourage. Mais je comprends au niveau de l'informatif pour la chirurgie, je pense que ça peut être super intéressant. J'ai pris beaucoup de photos avant-après, j'ai du contenu vidéo, j'ai vloguer par coup de petits stories. Il y en a pendant que je suis à la clinique, il y en a pendant que je me déplace, pendant le après, pendant mon recovery, un update, un suivi. Vous voyez vraiment de quoi mon corps a l'air. Les photos de contenu après, vous allez vraiment voir comme la différence sur mon corps directement. C'est vraiment du contenu, c'est pas du contenu explicite, là. C'est pas... Je sais qu'OnlyFans, c'est vraiment vu pour ça, mais de mon côté, mon but, c'est vraiment juste de protéger ce contenu-là pour les gens qui sont vraiment curieux et intéressés à connaître, en fait, c'est quoi le déroulement puis avoir un peu plus de contenu exclusif. Je vous mentirai pas aussi, je trouve que Instagram, je donne quand même beaucoup, je suis quand même très ouverte, je suis transparente, je vous ai plongé là-dedans avec moi, je vous ai donné le plus d'informations possible. Puis je fais tout ça gratuitement, ça me fait plaisir de le faire, mais à ce moment-là, je trouve que pour éloigner aussi les grandes gueules et les grandes langues sales, moi c'est mon moyen de le faire. Fait que j'ai décidé de mettre le contenu, les avant-après, le visuel, graphique, tout sur OnlyFans. Mais vous allez pouvoir voir tout ça. Comme je dis, il n'y a rien d'érotique, c'est pas du contenu explicite, c'est simplement mon corps qui s'est fait opérer avec les censures, tu sais, comme, mettons, vous verrez pas mes titis. Mais c'est ça. J'ai décidé de mettre ça là, il y a plein de clips, il y a comme des mini-clips, des mini-vlogs en fait, de comme quelques minutes. Vous m'accompagnez là-dedans, vous allez voir les photos avant, après. Puis c'est ça. Fait que ça donne vraiment une expérience plus complète. Si vous voulez avoir des informations, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas de me les demander, ça va me faire plaisir de répondre du meilleur que je peux. Et
n'hésitez pas non plus à aller voir Dr McGill, peut-être si vous avez plus d'infos. Moi, en tout cas, je la réfère en tant que chirurgienne. Comme vous savez, je l'ai payé de ma poche, c'est pas de la pub, mais si vous alliez avoir quelqu'un pour cette opération-là, définitivement, Dr Sandra McGill est une perle. Pour le OnlyFans, oui, il va y avoir un montant pour y avoir accès. Comme vous savez, peut-être, en fait, vous vous abonnez, c'est bon pour un mois, vous avez accès au contenu, vous n'êtes pas obligé de renew pour le mois d'après. Puis le montant que j'ai mis, c'est juste, comme je vous dis, pour... C'est ça, je trouve que comme ça a une certaine valeur, c'est mon intimité, c'est quand même ma ligne de pubis, là, tu sais, Marcel, ne mettrai pas ça devant tout le monde sur Instagram. Ça implique vraiment que vous rentriez dans un niveau de proximité avec moi qui est quand même personnel. Fait que oui, il y a un montant qui va être là pour l'abonnement, puis je mentirai pas, je veux redonner... si on ramasse un certain montant, s'il y a des gens qui s'abonnent à ça et qui veulent vraiment avoir le contenu exclusif, moi je vais redonner une partie, c'est sûr, à des œuvres de charité qui me tiennent à cœur. Fait que c'est pas juste pour aller m'acheter des Chanel bags, là, comme partez pas en peur avec ça. C'est vraiment plus pour vous, pour me protéger un peu là-dedans puis mettre vraiment le contenu de façon exclusive aux gens qui veulent vraiment avoir l'information ou qui seraient curieux de savoir de quoi ça a l'air. Fait que c'est ça, j'espère que vous comprenez le move. Puis c'est ça, puis en redonnant à la communauté dans certains organismes, je me dis que crément, pour une bonne cause. Fait que c'est ça, moi c'est comme ça que j'ai pensé procéder à la chose. Si vous avez des questions, comme je le mentionne, ne vous gênez pas. Mais merci d'avoir porté autant d'intérêt à l'expérience la plus enrichissante, une des expériences les plus enrichissantes de ma vie, à quel point le bonheur de soi-même est important, à quel point nos choix nous regardent à nous seulement. Puis je l'ai toujours dit dans la vie, on devrait toujours assumer qui on est, les choix qu'on a, qu'est-ce qui nous rend heureux, heureuse, qu'est-ce qui nous permet d'être une meilleure personne. Puis je pense que ça, je l'ai fait pour moi, du parfait même aussi, pourquoi... Comme je vous dis, si vous voulez en savoir plus, vous vous dirigerez vers ce compte-là qui contient du contenu plus graphique, plus visuel. Vous allez voir c'est quoi des drains. Ah! C'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, guys. J'espère que les vidéos vous ont plu. Je vous laisse avec ça. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je reste à votre disposition. Et sinon, je vous mets tous les liens pour vous abonner au compte OnlyFans. Mais vous aurez donc tout le contenu exclusif et toutes vos réponses et tout. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt!